En 1967, Fischer se retire brutalement de l'Interzone de Sousse en Tunisie. En effet, les conditions demandées et acceptées par les organisateurs du tournoi ne sont pas respectées, et Fischer, malgré son avance confortable au score, se retire du tournoi. Il accuse les soviétiques de truquer les échecs mondiaux et la FIDE de saboter ses efforts pour accéder à la couronne mondiale. S'ensuit une vie d'ermite où il ne joue aucun tournoi majeur pendant 2 ans et pendant laquelle il succombe à ses vieux démons. Comme vous l'avez vu, cette vidéo est la deuxième partie de la biographie de Bobby Fischer et je vous conseille fortement de regarder la première partie qui vous permettra de mieux comprendre la psychologie du Kid de Brooklyn. Le lien est en description. En 1970, coup de théâtre, Bobby Fischer revient à la compétition à l'occasion du match URSS contre le reste du monde joué à Belgrade. Après 2 ans sans match sérieux joué, Fischer ainsi que son équipe ne sont pas donnés favoris et c'est suffisant au Kid de Brooklyn pour revenir sur le devant de la scène. L'équipe soviétique s'était entraînée durement dans un lieu de villégiature, avec pour chacun un dossier complet sur son adversaire à venir. L'ambiance entre Russes était mauvaise, la moitié de nos joueurs ne disaient pas bonjour à l'autre, rapporta Boris Spassky. Côté reste du monde, l'ambiance était bien pire, les coéquipiers de Fischer étant jaloux de ses honoraires 5 fois plus élevés, en plus des conditions que ce dernier a imposées. Le maître danois Bent Larsen, alors au sommet de son art, expliqua que ses derniers résultats, bien meilleurs que ceux de Fischer, devaient lui assurer une place sur le premier échiquier. Max Euwe, capitaine de l'équipe du reste du monde, demanda alors à Fischer si celui-ci était d'accord pour jouer au 2e échiquier et le Kid de Brooklyn, contre toute attente, répondit « Je n'y vois pas d'objection ». Ça voulait donc dire qu'il n'affronterait pas le champion du monde actuel Boris Spassky, mais son prédécesseur, l'Arménien Tigran Petrosyan. Le Kid de Brooklyn a reconnu plus tard « Je me suis dit qu'il serait plus facile de jouer contre Petrosyan ». Il avoua aussi au maître Walter Brown que cela lui permettrait de prendre sa revanche pour la tricherie de Curaçao. Fischer avait beaucoup de rancœur contre l'Arménien qu'il considérait être un imposteur. Le jour du match, Fischer arriva nerveux sur l'échiquier numéro 2. Il dit plus tard dans une interview « Je n'étais pas très sûr de moi. Mais d'une certaine façon, le simple fait de regarder Petrosyan m'a rassuré. Il avait l'air terrifié. Et je sais pourquoi. Pour Petrosyan, c'était l'heure de vérité. » Au moment de l'affrontement, le score était négatif pour Fischer. Il avait perdu 3 fois face au Tigre arménien et il n'avait gagné qu'une seule fois. Fischer commença la rencontre de manière fulgurante. Petrosyan fit une erreur dès le 15e coup, donnant dans la foulée la victoire à l'Américain. Dans la deuxième partie, l'Arménien joua de manière trop passive et finit par perdre. L'Américain a eu bien plus de difficultés dans les 2 parties suivantes parce que Petrosyan a repris du poil de la bête et Fischer a dû défendre. Quand la 4e partie a été ajournée, Fischer a entendu les appels fuser dans la chambre d'hôtel de son adversaire, les 2 joueurs étant voisins. Malgré tout, il réussit tant bien que mal à annuler les 2 parties. Le score de leur rencontre était de 3-1, une victoire soulignée par la défaite fulgurante de Larsen contre Spassky. Finalement, les Russes ont gagné 20,5 à 19,5 alors qu'ils étaient largement favoris. Les autorités soviétiques furent catastrophées par le résultat. La seule victoire obtenue sur les 4 premiers échiquiers était celle de Spassky. L'équipe était vieillissante et le monde retint surtout le triomphe de Fischer au détriment de la performance désordonnée de Spassky. Ce dernier rentra au pays pour se préparer, mais Fischer, maintenant lancé, enchaîna avec le tournoi yougoslave de Blitz joué à Herceg Novi. Le magicien de Brooklyn a gagné le tournoi haut la main avec une avance de 4,5 points sur Tal. Le score de Fischer était de 8,5 à 1,5 contre les soviétiques, mais ces derniers ont décrédibilisé la performance en qualifiant ces parties de 5 minutes de non sérieuses. La même année, il gagna le tournoi de la paix joué à Rovinj Zagreb, encore en Yougoslavie. Il termina à égalité contre les maîtres soviétiques, mais il gagna facilement le reste de ses parties, lui permettant ainsi de décrocher la première place. Juste après le tournoi, Korchnoi a écrit au pays « Parmi les joueurs étrangers, aucun, à part lui, n'est une menace pour la couronne. » Après 3 mois passés en Yougoslavie à jouer constamment aux échecs, il partit jouer le tournoi de Buenos Aires où il signa encore une performance majuscule avec 13 gains, 4 nuls et seulement une défaite. Fischer avait une aura d'invincibilité parce qu'il n'avait perdu aucune partie sérieuse contre un joueur soviétique durant les 3 dernières années, mais il savait que lors des Olympiades de Siegen jouées en Allemagne de l'Ouest, il allait affronter un joueur qu'il n'avait jamais battu, Boris Spassky. Le match fut un avant-goût des championnats du monde que tout le monde attendait, mais il ne se passa pas comme prévu pour Fischer. Celui-ci prit trop de risques, au lieu de se contenter de l'égalité, puis finit par perdre.
Ça a été un gros coup pour l'Américain, un des plus gros depuis Curaçao. Malgré le fair play de Spassky qui l'a qualifié d'homme passionné, la réponse de Fischer a été sèche. On verra la prochaine fois, Spassky a eu de la chance. Cette défaite a renforcé l'envie du Kid de Brooklyn d'affronter les Russes, et Boris Spassky en particulier. Ne s'étant pas qualifié en passant par les interzones, il dut acheter la place de Palbenko, un des 3 Américains qualifiés pour le tournoi interzonal de Palma. Fischer y fut d'ailleurs en pleine forme, il y écrasa les Soviétiques avec un score de 3,5 sur 4 contre eux. Poulougaïevski fut le seul à annuler. Fischer battit Smyslov, Geller et Taimanov. Sa seule défaite a été contre Larsen, mais elle n'a eu aucune conséquence sur le résultat final. Fischer a gagné avec un score de 18,5 sur 23 et une avance de 3,5 points sur le second. Il ne restait plus pour le Kid de Brooklyn qu'à passer l'épreuve du tournoi des candidats, qui avait été un enfer en 1962 à Curaçao pour lui. Cependant, lui comme les Russes le savaient, les règles avaient changé et il s'agissait de phases éliminatoires depuis que la FIDE avait changé les règles. Ainsi, pour les quarts de finale joués à Vancouver en mai 1971, il devait triompher d'un soviétique, Mark Taimanov. Depuis son retour dans les échecs mondiaux, Fischer commençait à insuffler une peur chez ses adversaires, notamment les soviétiques, baptisés Terror Fischer. Afin de lutter contre cela, les Russes avaient commencé avant la rencontre une campagne de dénigrement du champion américain. Dans la revue 64, dont Petrosian était le président, le russe Alexandre Golubev a écrit un article volontairement provocateur dans lequel il crachait sur le Kid de Brooklyn. Il affirmait par exemple que l'Américain ne savait pas perdre, qu'il avait une méfiance maladive ou encore qu'il ne respectait jamais son adversaire. L'article avançait aussi que l'Américain était en début de régression, stipulant que ses parties jouées à Palma avaient été nettement inférieures à ses prestations habituelles. Taimanov n'était pas du tout de cet avis et au contraire admirait Fischer. Il se prépara très sérieusement avec l'aide de Botvinnik qui avait regroupé un dossier fourni sur le jeu de l'Américain. Malgré la préparation intensive, Taimanov se fit massacrer 6-0. Après la deuxième partie, que selon Fischer il aurait dû gagner, il fut envoyé à l'hôpital pour hypertension. Son retour fut accueilli par 2 nouvelles défaites et dans les 2 dernières parties, il prit des risques qui ne furent pas payants. D'ordinaire impitoyable, le Kid de Brooklyn lui a dit à la fin de la rencontre « Je suis désolé ». La demi-finale eut lieu en juillet à Denver où Fischer affronta Bent Larsen. Les résultats du Danois étaient bien meilleurs que Taimanov contre l'Américain, mais l'issue fut similaire. Dès la première partie, Fischer prit l'ascendant grâce à un sacrifice de dame contre plusieurs pièces ainsi qu'une offensive irrésistible. Dans le reste des parties, Larsen pouvait obtenir une nulle, mais il a forcé systématiquement et a fini par perdre toutes ses parties. Fischer gagna de nouveau sur le score de 6-0. Les prouesses du Kid de Brooklyn devinrent mondiales, à tel point que Richard Nixon lui envoya une lettre. Je souhaitais ajouter mes félicitations personnelles à toutes celles que vous avez déjà reçues. Votre série de 19 victoires est sans précédent, et vous avez toutes les raisons d'être grandement satisfait de votre réussite personnelle. Alors que vous vous préparez à affronter le vainqueur des matchs Petrosian-Korchnoi, soyez certain que vos concitoyens vous encourageront. Bonne chance. Le président des États-Unis se rendait compte de l'importance de Fischer dans la guerre froide et il se tenait régulièrement informé des progrès de l'Américain. La finale eut lieu à Buenos Aires en septembre. Fischer détestait toujours autant Petrosian, qu'il accusait d'avoir profité de sa position au sein de la revue 64 pour l'avoir insulté. Petrosian, quant à lui, avait toujours en mémoire la défaite de Belgrade et il avait à cœur de prendre sa revanche. Pendant la première partie, une coupure de courant a eu lieu pendant le tour de jeu de Fischer. Les soviétiques ont accusé l'Américain pour l'entourloupe, mais lui a demandé à l'arbitre de laisser tourner l'horloge et il a continué à réfléchir à son coup dans le noir le plus complet. Finalement, le Tigre arménien a raté quelques occasions de faire nul et il a fini par abandonner au 40e coup. 5 jours plus tard, le match tourna à l'avantage du Russe qui lança une attaque brillante, mettant fin à la série d'invincibilité de l'Américain. Le match était bien plus équilibré qu'à Belgrade, et dans la troisième partie, Petrosian prit un léger avantage avant de finalement prendre la nulle en répétant les coups. La quatrième et la cinquième partie furent encore des nuls, même si selon Botvinnik, Petrosian a dominé Fischer dans une bataille de manœuvres tranquille. Jusque-là, l'affrontement avait été très disputé, mais la sixième partie marqua un tournant décisif dans la rencontre. Fischer avait retrouvé sa confiance, et il prit progressivement l'avantage jusqu'à conclure. La partie avait été ajournée une fois, et Petrosian avait reproché à son équipe de n'avoir pas su trouver la nulle. En réalité, la position était perdante, et ses secondants ne pouvaient plus rien pour lui. Fischer sentit l'ego de Petrosian fléchir après la sixième partie, et il sortit un chef-d'œuvre dans la septième, concrétisant avec perfection l'avantage pris dans le milieu de jeu. Les 3 dernières parties furent elles aussi des victoires écrasantes pour Fischer,
le tigre arménien était parti la queue entre les jambes et le Kid de Brooklyn avait gagné le match 6,5 à 2,5. En URSS, l'optimiste Botvinnik a retenu le formidable exploit de Petrosian en expliquant qu'il était possible de lutter contre Fischer et que Boris Spassky lui était nettement supérieur. Fischer retourna lui aux États-Unis où il fut accueilli comme un héros. Nixon le félicita et affirma « Je vous soutiendrai quand vous rencontrerez Boris Spassky l'an prochain ». Les échecs ont été mis en avant et ont occupé l'actualité médiatique. Ainsi, le Kid de Brooklyn a été érigé au rang de superstar. C'était la première et dernière fois qu'un grand maître était mis en avant, comme l'a été Fischer. En ce qui concerne la guerre froide, les tensions s'étaient un peu apaisées, et les menaces nucléaires avaient presque disparu. Ainsi, le duel Fischer-Spassky arrivait au meilleur moment. L'échiquier, objet en apparence inoffensif, allait canaliser l'attention du monde entier pour proposer un affrontement final entre les États-Unis de Nixon et l'URSS de Brejnev. La fin, au prochain épisode. It's just a tough game for the body as well as the mind. It's pretty tough here. There's a little tension.